Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur ma vidéo précédente sur les origines du christianisme et le dieu Attis. Mais je voudrais cette fois partir du présent, parler de la République et remonter dans le passé. Au programme, Marianne, le bonnet phrygien et la donation de Constantin. Dans cette vidéo, j'expliquais que, en suivant la piste de Bethel, la maison de Dieu, qui autrefois s'appelait Luz l'Amande, eh bien, on arrivait en pays hittite et précisément chez les Phrygiens, en compagnie du dieu Attis et de la reine Cybèle. Un dieu qui meurt et ressuscite, à l'instar du Christ, mais aussi d'Osiris ou de Dionysos. Nous le verrons une autre fois, un culte à mystère. Les représentations du dieu Attis que je vous ai montré dans cette vidéo, eh bien, portaient tous, comme c'est naturel, le bonnet phrygien. Ce bonnet avec une sorte de petite queue qui revient sur le devant. Bonnet, symbole de la République et attribut de Marianne. Comme dans cette célèbre peinture de Delacroix, la liberté guidant le peuple, représentant Marianne avec son bonnet phrygien. Le bonnet phrygien est un couvre-chef souvent de teinte rouge, pouvant porter ou non une cocarde bleu-blanc-rouge. Chez les Schtroumpfs, il est blanc, sauf pour le chef, évidemment. Alors on nous explique que ce bonnet phrygien est un symbole de la liberté, puisqu'il tirait ce symbolisme de sa ressemblance au pileus, au chapeau en latin, qui coiffait les esclaves affranchis de l'Empire romain, représentant leur libération. C'est-à-dire que la personne qui libérait un esclave lui mettait un chapeau sur la tête, pour montrer qu'il était dorénavant un homme libre, et soi-disant ce chapeau aurait déjà eu à cette époque-là la forme du bonnet phrygien tel qu'on le connaît actuellement. Donc ce bonnet phrygien sera un symbole de la liberté, tel l'esclave qui, à la Révolution, se libère de ses maîtres, eh bien le citoyen se libère de l'ancien régime, des rois et de sa police, pour accéder à la liberté du monde démocratique. On sent bien une explication qui ne tient guère debout, une explication inventée après coup. On imagine mal les révolutionnaires s'enticher pour un bonnet porté par un peuple disparu il y a 2500 ans. On sent bien que l'explication est faite après coup. Le bonnet phrygien donne plutôt à la Révolution française un aspect de révolution colorée. On en affuble les sympathisants à la manière des gilets jaunes ou des bonnets rouges des Bretons. Ça renforce le sentiment de groupe, le sentiment de cohésion. C'est plus efficace sur le plan de l'action révolutionnaire. Voilà. J'en étais là de mes réflexions quand je suis tombé sur un détail stupéfiant. J'ai eu les fils qui se touchent, ça m'a fait un court-circuit dans la cervelle. Je retravaillais la question du manteau écarlate, vous savez, ce manteau dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, qu'on trouve d'abord dans le livre d'Esther, sous l'appellation du manteau royal porté par Mardoché en procession, et puis qu'on retrouve sous le nom de manteau écarlate lors de la crucifixion du Christ, quand il est moqué par les Romains, et puis qu'on retrouve deux fois également chez Hérodote, sous le nom de manteau écarlate dans une affaire avec Siloson, et sous le nom de manteau bigarré, ou manteau de toutes les couleurs, dans l'affaire de Xerxès et Artaïnte, qui est le simulacre de Salomé. Or, ce manteau apparaît également dans la donation de Constantin. Et je voulais savoir donc précisément ce qu'en disait la donation de Constantin et quel commentaire en faisait Lorenzo Valla dans sa réfutation donc de la donation de Constantin. Et j'y lisais ceci. La donation de Constantin.
Au bienheureux Sylvestre et à son vicaire, nous concédons présentement notre palais impérial de Latran. De plus, le diadème, c'est-à-dire la couronne de notre tête, et aussi le phrygium, sans excepter le superhuméral, c'est-à-dire la courroie que l'empereur porte ordinaire autour du cou, et encore le manteau de pourpre et la robe d'écarlate et tous les vêtements impériaux, ou bien même la dignité des maîtres de la cavalerie impériale. Nous donnons aussi tous les sceptres impériaux ensemble, tous les insignes, bannières et divers ornements impériaux, tout l'appareil du fête impérial et toute la gloire de notre puissance. Alors sur le manteau pourpre et la robe écarlate, Lorenzo Valla fait ce commentaire. C'est parce que Matthieu a dit un manteau d'écarlate et Jean un vêtement de pourpre que notre homme a voulu les réunir ici tous les deux. Si l'écarlate et la pourpre sont une seule et même couleur, comme les évangélistes l'indiquent, pourquoi ne t'es-tu pas contenté, comme eux, de nommer l'une ou l'autre, hein? Il s'adresse évidemment ici à Constantin. À moins que tu n'entendes par pourpre, comme le font aujourd'hui les ignorants, une espèce d'étoffe de soie de couleur blanche. Alors bon, c'est un petit peu accessoire, mais cette histoire de couleur blanche n'est pas sans nous interpeller, hein, parce que le rouge et le blanc sont des couleurs associées dans l'alchimie, comme on voit par exemple avec le Père Noël ou Coca-Cola. Alors sur le rouge, le pourpre, l'écarlate, Lorenzo Valla dit des choses intéressantes. Je cite: « Le pourpre est un mollusque dont le sang sert à teindre la laine, et de la matière colorante, le nom a passé à l'étoffe teinte, dont la nuance peut passer pour rouge, quoiqu'elle soit très foncée, proche de la couleur du sang caillé et tirant sur le violet. Ainsi Homère et Virgile donnent l'épithète de couleur de pourpre au sang, et même au marbre de porphyre, dont la teinte est très semblable à celle de l'améthyste. » Donc il fait le lien entre la couleur pourpre et la couleur du sang. Nous en reparlerons quand nous évoquerons Mitra et les rituels de sacrifice. Mais le rouge, c'est la couleur de la chair, c'est la couleur du sang. Mais bon, ici, donc, on voit, c'est confirmé, en fait, que la couleur pourpre, la couleur rouge associée au manteau, est un signe de pouvoir, hein, du pouvoir impérial, puisque c'est ce que dit Constantin. Mais ce qui nous intéresse, nous, surtout, c'est ce petit mot, phrygium. Il nous dit donc que Constantin remet au pape Sylvestre le phrygium. Alors qu'est-ce que le phrygium? Bon, d'abord, soyons clairs, pas de problème de traduction. La donation de Constantin est rédigée en latin, Lorenzo Valla écrit en latin, et l'un et l'autre utilisent le mot latin phrygium. On consulte le dictionnaire et on tombe sur phrygium égale le bonnet phrygien. Et puis la donation de Constantin donne les détails suivants. Je cite: « Alors nous avons de nos mains placé sur son très saint chef, c'est-à-dire sa tête, hein, sa sainte tête, le phrygium resplendissant d'une éclatante blancheur et retraçant la résurrection du Seigneur. Puis tenant la bride de son cheval par révérence pour le bienheureux Pierre, nous avons publiquement rempli pour lui l'office d'écuyer, ordonnant que tous ses successeurs usassent particulièrement de ce phrygium pour les processions, à l'instar de notre empire. » Ce qui confirme bien que le phrygium est un couvre-chef, que ce couvre-chef est de couleur blanche, d'une blancheur éclatante, et qu'il est porté lors des processions. D'ailleurs ici, Lorenzo Valla fait remarquer une contradiction qu'il y a entre ces deux affirmations, que le phrygium représente la résurrection du Christ et est également porté par l'empereur lors des défilés. C'est soit l'un soit l'autre, mais ça peut pas être un symbole pour le Christ et un symbole de l'Empire, comme l'affirme ici finalement Constantin. On peut se demander d'ailleurs si le phrygium, le bonnet phrygien, lorsqu'il est porté en procession par l'empereur, n'est finalement pas l'équivalent des lauriers de César, une couronne de gloire
porté sur la tête. Toujours est-il que Lorenzo Valla, lui, ne sait pas ce que signifie Phrygium, puisqu'il écrit « Qui a jamais entendu dire Phrygium en latin ? Quand tu parles d'une façon barbare, prétends-tu nous donner le style de Constantin ou de Lactance ?» Plaute, dans ses Ménechmes, s'est servi du mot phrygion pour désigner un tailleur d'habits. Mais Phrygium, qu'est-ce que cela signifie ? Notons l'utilisation du qualificatif barbare par Lorenzo Valla pour signifier que dans son esprit, ce mot est un mot étranger, qui ne fait pas partie du latin. Et Lorenzo Valla est un des plus grands érudits de son temps, donc un expert de la langue latine. Et dans son esprit, le mot phrygium, utilisé dans la donation de Constantin et qui nous intéresse ici, donc, eh bien ce mot n'existe pas. Il a donc pour origine un lexique étranger qu'on imaginerait volontiers byzantin, puisque finalement la Phrygie anatolienne a en fait une origine thrace, c'est-à-dire au nord de la Grèce en Macédoine, à proximité de Constantinople. Vu le contexte, on peut penser que le mot vient de là-bas. Le mot pourrait désigner un vêtement d'apparat ou un accessoire d'apparat de l'empereur byzantin, de l'empereur de Constantinople. En tout cas, ce n'est pas un mot latin, donc un mot qui a un rapport à Rome. Donc, qu'est-ce que le phrygium ? Eh bien, Lorenzo Valla n'en sait rien. Il n'a pas encore écrit les histoires d'Hérodote, dans laquelle il fait de la Phrygie un peuple de l'Anatolie antique. Et ici, le traducteur, donc c'est à la fin du 19e siècle, il donne une note, Suger, ou sujet, je sais pas comment on prononce, donc c'est un auteur du 11e ou 12e siècle, définit ainsi cet ornement impérial et pontifical. Phrygium, ornement impérial dans le genre du heaume, entouré d'un cercle d'or. C'est-à-dire qu'il s'agirait ici plutôt d'un casque, plutôt que d'un bonnet. Quoi qu'il en soit, de toute façon, si Lorenzo Valla ne savait pas ce qu'était le phrygium, il aurait pu en trouver une représentation dans la chapelle des 4-5 couronnés, la fameuse fresque de la donation de Constantin. Des fresques qui dateraient du XIIIe siècle, soit donc environ 200 ans avant Lorenzo Valla. Donc sur la fresque principale de la donation de Constantin, cette peinture où on voit, là sur notre gauche, le pape Sylvestre et à sa droite, le Constantin, on voit que tous les deux tiennent dans la main un objet. Et puisqu'il s'agit de la donation, c'est l'objet donné par Constantin au pape Sylvestre. Eh bien cet objet, qu'est-ce que c'est ? On le voit sur la scène suivante, la scène de la procession, où on voit l'empereur Constantin qui tient la bride du cheval et qui le promène en acclamation. Eh bien, sur la tête, il a le fameux objet, qui est donc, en l'occurrence, le phrygium, puisqu'il dit dans son texte qu'il a mis sur la tête du pape, eh bien le phrygium. Donc le phrygium, on le voit représenté ici. Alors bien évidemment, il n'a pas la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, puisque cette forme sera probablement donnée plus tard, après la Révolution. Et les représentations antiques qu'on en a sont également des représentations tardives. Mais toujours est-il que cet objet tenu dans la main à la fois par le pape Sylvestre et l'empereur Constantin, eh bien le phrygium, le bonnet phrygien. Il est d'ailleurs amusant de suivre la place du chapeau dans les fresques de la donation de Constantin. Alors première scène avec Constantin, on voit que Constantin porte ce qui est peut-être le diadème, une sorte de tiare qu'il a sur la tête, et tous les autres personnages n'ont pas de chapeau. Scène suivante, eh bien encore l'empereur Constantin avec sa tiare, et à sa droite, les deux saints avec une auréole. Ici, les cavaliers qui viennent voir le pape Sylvestre,
pas de chapeau. Ici, bien, l'arrivée des messagers chez le pape Sylvestre. On voit le pape Sylvestre et ses deux acolytes. Alors ici, ces trois personnages portent la tonsure. La tonsure, qu'est-ce que c'est? Eh bien, finalement, c'est une forme de marque de la circoncision du cœur, c'est-à-dire du renoncement à la puissance. La tonsure du moine est faite en signe d'humilité, par renoncement. Ici, bien, caractéristique du pape et de ses acolytes. Scène suivante, eh bien, le pape auréolé rencontre l'empereur. Alors ici, eh bien, les deux acolytes du pape et le pape lui-même portent la tonsure. Et à l'opposé, eh bien, l'empereur a la tiare sur la tête et ses acolytes ont une sorte de chapeau, avec d'ailleurs un petit peu la forme du bonnet phrygien, c'est-à-dire en forme de gland en fait. Alors scène suivante, eh bien, c'est le baptême. On a toujours du côté du pape et des moines, eh bien, la tonsure, le chapeau. Du côté de l'empereur, mais cette fois l'empereur a ôté son chapeau pour pouvoir être béni par le pape, donc c'est en signe d'humilité. Le chapeau est dans la main des acolytes, sur la droite. Scène suivante, eh bien, c'est la scène proprement dite de la donation, où l'empereur tend le phrygium, le bonnet phrygien au pape, qui cette fois, il a déjà lui-même un chapeau sur la tête. Et puis, à la droite de l'empereur, eh bien, il y a les dons qu'il fait à l'église, et il fait don également de sa couronne, puisqu'elle est tenue par un gars qui est sur les créneaux de la ville qu'il donne au pape. Et puis on voit que si Constantin est en cheveux, la tête sans chapeau, eh bien le dessinateur a placé à l'arrière de sa tête un personnage qui lui permette de représenter une sorte de couronne rayonnante qui lui conserve une dimension solaire. Scène suivante, eh bien le pape est promené sur la monture. Il y avait un petit ombrelle de protection qui est passé de la tête de l'empereur à la tête du pape. Et puis les acolytes du pape, cette fois, ont aussi un chapeau. Côté pape, eh bien les tonsures ont disparu, les cheveux ont repoussé. Notez qu'ici, le pape a perdu l'auréole, la marque de la sainteté. Donc, ce qu'on peut voir finalement, c'est que si la tonsure, eh bien, c'est le renoncement à la puissance, eh bien, le chapeau, ou disons la couronne ici, c'est au contraire la manifestation de la puissance. Alors, si on peut continuer l'allégorie avec la circoncision, si la tonsure, c'est une expression finalement de la circoncision, eh bien, la couronne, c'est comme si on lui avait recollé son prépuce sur la tête. Et finalement, c'est peut-être ça qui explique que le bonnet phrygien a cette forme de bite, de bite molle, avec les deux couilles qui pendent sur les oreilles. Ce serait alors une expression, une forme du phallus, mais un phallus mou. Le phallus étant bien évidemment l'expression même de la puissance. Alors revenons un instant sur la petite ombrelle. Ça pourrait être elle, le phrygium, puisque Constantin dit j'ai mis sur son très saint chef le phrygium. Eh bien, ça pourrait être l'ombrelle qui passe de la tête de Constantin à la tête de Sylvestre. Elle n'a pas la bonne couleur, elle devrait être blanche. Elle a également cette forme de prépuce. Mais elle est là probablement pour nous signifier la dimension symbolique, mystique du chapeau.
Et elle nous invite, comme nous l'avons fait, à suivre la place du chapeau dans cette histoire. Alors, on a peut-être ici un début d'explication. C'est-à-dire que le bonnet phrygien représente le corps ensanglanté du roi, décapité lors de la Révolution. D'ailleurs, le bonnet phrygien ne se porte pas sur la tête, mais au bout d'un pic. Et les pics pendant la Révolution, ça sert à planter les têtes qu'on a coupées. Le bonnet phrygien au bout d'un pic, c'est ainsi qu'il apparaît dans un décret du 22 septembre 1792, troisième séance de la Convention. Le décret dit ceci: le sceau de l'État portera pour légende ces mots: République de France. Le sceau national représente une femme assise sur un faisceau d'armes, tenant à la main une pique surmontée du bonnet de la liberté. Notons qu'à cette époque, ni l'expression bonnet phrygien, ni Marianne n'existent. Ce ne sera élaboré que plus tard, apparemment pas avant la Troisième République. Il apparaît également au bout d'un pic sur la peinture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 par Jean-Jacques François Le Barbier. Ils ont par ailleurs fait porter le bonnet phrygien au roi Louis XVI, ce qui a donné lieu à de nombreuses illustrations renforçant cette identification entre le bonnet phrygien et la tête du roi. Le roi est mort. Le phallus est une couille molle portée sur la tête d'une femme. C'est mignon. Alors cette présence du phrygium, du bonnet phrygien dans la donation de Constantin, pose plusieurs questions. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que cette donation de Constantin, c'est notre acte de naissance. Ça a beau être un faux, un mensonge, une tromperie, c'est ce qui nous fonde. Qu'on le prenne dans son sens premier, c'est-à-dire du mariage de l'Empire romain avec l'Église catholique, ou qu'on le prenne selon le sens que moi je lui donne, c'est-à-dire de l'alliance entre le roi franc, en l'occurrence Pépin le Bref, et l'évêque du Rhum, en l'occurrence le pape Étienne, une alliance gagnant-gagnant, dans laquelle le roi de France crée la papauté par la force de l'épée, et le pape crée l'empereur, le roi de France, l'empereur de France, par le sacre, par l'esprit. Et aujourd'hui, 1000 ans après les faits, on peut dire que c'est la donation de Constantin qui est l'acte premier de la France. La France, mère de l'Église, et non pas fille aînée, comme on le dit. Alors dans ce contexte-là, on est surpris qu'on nous présente un objet, le bonnet phrygien, comme étant un symbole de la République, et qu'on présente comme un signe de liberté des esclaves qui s'affranchissent. Et là, on retrouve le bonnet phrygien comme symbole de la puissance impériale ou symbole de la papauté. On est surpris que ce bonnet phrygien, qu'on présente comme étant d'une république laïque, qui sépare le pouvoir de la religion et le pouvoir de l'État, on retrouve ce même symbole comme étant le symbole d'une alliance entre le pouvoir spirituel du pape et le pouvoir temporel de l'État. Alors ce sont des questions, évidemment, je n'ai pas les réponses. Alors bien sûr, il y a cette explication symbolique que j'ai donnée qui paraît tout à fait intéressante, à savoir que le bonnet phrygien représenterait la tête décapitée du roi, la tête ensanglantée du roi, portée au bout d'un pic par Marianne.
Et ainsi, plutôt qu'être un symbole finalement de la continuité du pouvoir, ça serait plutôt un symbole d'un renversement du pouvoir, hein, le renversement de l'ancien régime, le régime donc de l'union du pape et de l'armée, hein, du roi, renversé par la République bourgeoise. Et le choix du nom pour désigner le bonnet rouge serait un ultime pied de nez de la République anticléricale envers l'Église catholique. Alors évidemment, cette explication est très séduisante, mais une autre question se pose, c'est de savoir pourquoi ils n'en parlent pas. C'est-à-dire que vous allez sur Wikipédia pour vous renseigner sur le bonnet phrygien, vous allez avoir des explications à toutes les époques. Ils vous parleront de l'Empire romain, ils vous parleront en Amérique, à l'époque révolutionnaire américaine, à la Révolution française, ensuite à la Troisième République, etc., etc. Toute une histoire. Mais que le phrygium, le bonnet phrygien, apparaissent dans la donation de Constantin, hein, qui est quand même un document d'une extrême importance, hein, malgré qu'il soit faux, et c'est quand même un document qui existe, hein, qui a une réalité, qui exprime une réalité. Pour les historiens, le phrygium est simplement la tiare papale, hein, le chapeau du pape. Auquel cas, il est étonnant que Lorenzo Valla ne le sache pas, hein, puisqu'il était lui-même secrétaire pontifical. Mais les historiens ne se posent pas la question de savoir pourquoi le chapeau du pape et le chapeau de Marianne portent le même nom. Alors, une explication pourrait être que c'est justement pour ça, c'est parce que le bonnet phrygien représente la tête ensanglantée du roi après sa décapitation. Il ne faut surtout pas le dire. La symbolique ne fonctionne que quand elle est cachée, quand elle est secrète. Si on dévoile ce qui est symbolique, eh bien, on tue le symbole. Ça pourrait être une explication. Ils en cachent le sens pour rendre le symbole efficace. Et puis l'autre question que ça pose, eh bien, c'est que vient faire Mithra. Mithra est le dieu Attis. Pourquoi est-il porteur, lui aussi, de ce bonnet phrygien? Mais ça on verra dans une prochaine histoire. Et puis dans ce contexte-là, on peut également se poser la question de savoir qui est Marianne. Comment se fait-il que ce symbole de la République ait ce prénom, composé du prénom Marie et du prénom Anne, qui est à la fois le prénom de la mère du Christ et le prénom de la grand-mère du Christ. Il est étonnant que, comme symbole de la République, on a un personnage dont le nom est si proche, si attaché à celui de l'Église catholique. Donc ce sont des questions sans réponse, évidemment. Cela prouve une nouvelle fois qu'on nous ment, qu'on nous cache la vérité. Bon, on le savait déjà, bien sûr. Mais là, on en a une nouvelle fois la preuve. Le mensonge est partout. Alors dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur ce bonnet phrygien, mais plutôt pour examiner la question du dieu Attis, du dieu Mithra, du sacrifice au dieu Mithra. Nous examinerons les questions, disons, religieuses ou spirituelles, liées en fait au bonnet phrygien, ce qu'il représente. Ce sera notre façon à nous de préparer les Jeux Olympiques 2024, puisque le bonnet phrygien a été choisi comme mascotte pour les Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. D'ici là, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.